Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des limites de cet outil, ce moteur qui s'appelle Holacracy. Il y a beaucoup de confusion autour de Holacracy. Il y a beaucoup de personnes qui fantasment ou qui croient encore à l'outil miracle. Alors évidemment, quand ils projettent sur Holacracy que c'est un outil miracle, évidemment ils sont déçus parce que Holacracy a beaucoup de limites. Et on va essayer de comprendre quelles sont ces différentes limites. Tout d'abord, il y a les limites qui sont inhérentes à l'outil Holacracy. L'outil Holacracy, en fait, c'est une constitution, comme vous le savez sûrement. On en est à la version 5.0 et ça a démarré avec la version 1.0, laquelle version 1.0 a été créée en 2007. Alors évidemment, lorsque nous avons mis en place Holacracy, le nous, c'était essentiellement Holacracy One, avec Brian Robertson, Tom Tominson, et puis AGI et moi. Lorsque nous avons mis en place Holacracy dans différentes entreprises, dans différentes organisations, nous avons rencontré un certain nombre de limites. Et qu'à chaque fois qu'il y avait des limites inhérentes à cet outil Holacracy, eh bien, nous les avons fait évoluer. Après avoir vérifié que ça se reproduisait, nous les avons fait évoluer pour passer successivement aux versions suivantes. Donc on est passé de la 1.0 à la 1.1, etc., etc. Quand c'était une évolution majeure, comme pour les logiciels, on est passé à la 2.0, puis la 3.0, puis il y a eu les versions intermédiaires, etc., etc., etc. Jusqu'à arriver à la version 5.0, qui est récente puisqu'elle date il y a moins d'un an, c'était l'été dernier, après un grand trou parce que la version 4.1, elle date de 2016. Donc on a eu 4 ans de délai pour arriver à la version 5.0. Donc ça c'est le processus normal, test and learn, confrontation à la réalité du terrain, et à partir de là, on upgrade la version de Holacracy. Donc un processus d'intelligence collective à l'échelle de la planète, enfin à chaque fois qu'il y avait des opérations d'implémentation de Holacracy, on recycle ces limites en évolution de la dite constitution. Et ce, à un niveau mondial, et maintenant avec un système, enfin maintenant depuis plusieurs années, sur un système en open source d'intelligence collective qui n'est autre que GitHub. Bon voilà, ça c'est les limites intrinsèques à Holacracy. Après, il y a bien d'autres limites parce que Holacracy c'est un moteur, c'est une constitution. Et bien sûr, cette constitution, elle n'est pas suffisante. Dans cette constitution, on définit le code ADN, on définit la notion de rôle. Donc on définit en réalité cette nouvelle nature de pouvoir à travers le rôle, sachant que le pouvoir n'est plus affecté directement à des personnes mais à des rôles. Et donc lorsque vous êtes affecté à un rôle, vous avez disposé d'un certain nombre d'autorités parce que les autorités sont portées par le rôle. Donc ça c'est l'article 1 de la Constitution. Idem avec le cercle. On définit le cercle comme un super rôle dans lequel il y a des rôles. Et puis on définit le rôle de leader de cercle qui est finalement l'équivalent d'un manager, même j'y reviendrai parce que c'est pas tout à fait ça. À l'article 2, on définit un certain nombre de règles dites de coopération entre rôles, et puis dans cet article 2 également, des accords relationnels entre les personnes, différentes dès la coopération entre les rôles, puisque maintenant on a les deux vitesses, les deux dimensions. À l'article 3, on va sur le premier rituel vivant qui s'appelle la réunion de triage, et puis tout ce qui est art du triage derrière. À l'article 4, on définit tous les pouvoirs ou les autorités supplémentaires qui sont offertes aux leaders de rôle qui s'en emparent. C'est ce qu'on appelle l'article sur le self-management ou l'autorité distribuée. C'est là où on empuissance, si vous voulez, les personnes à partir du moment où elles sont affectées à des rôles, parce que cet empuissancement, toujours la même chose, il est ancré à partir de la réalité des rôles. Et puis l'article 5 explique comment on fait évoluer les rôles avec ce processus de gouvernance, puisqu'il y a la possibilité, pour ceux qui s'en emparent, de profiter du pouvoir de pouvoir gouverner. Voilà, donc vous voyez bien que dans cette constitution, dans ce corpus, dans ce pouvoir constituant, parce qu'il s'agit bien d'un pouvoir constituant, il manque plein de choses. Ne sont pas définies évidemment les activités opérationnelles des entreprises, parce qu'entre deux entreprises, le business est différent. Donc on ne pouvait pas mettre les activités opérationnelles, la façon d'acheter, la façon de la chaîne logistique, la façon de produire, la façon de vendre, parce que toutes ces fonctions-là dépendent et sont singulières, entreprise par entreprise. Donc on ne pouvait pas les regrouper dans quelque chose qui a vocation à être commun, un dénominateur commun à toutes les entreprises qui s'emparent de Holacracy. De la même manière, il n'y a rien dans la Constitution sur les fonctions RH. Le processus de recrutement, d'évaluation de la performance, de suivi, d'augmentation, etc. Enfin, toutes les fonctions RH qui sont portées par le simple fait qu'il y a un contrat de travail entre l'employeur et l'employé. Donc ces fonctions RH, même chose. Ça n'avait aucun sens de les mettre au niveau de la Constitution, parce qu'il n'y a pas deux entreprises, je ne connais pas deux entreprises au monde qui utilisent rigoureusement les mêmes processus RH. De la même façon, je ne connais pas deux entreprises au monde qui gèrent ou qui traitent ou qui tentent de satisfaire les besoins sociaux des personnes de la même façon. Donc tout ça, c'est pas non plus défini. Donc on voit bien que cette Constitution, en fait, elle n'est pas complète, parce qu'on vise un dénominateur commun applicable à tout type d'entreprise, tout type d'industrie, tout type de culture, etc., etc. Cette constitution, en fait, est une méta-constitution. Donc ça, c'est une limite intrinsèque, voulue par design, par conception de Holacracy. À chaque fois qu'une entreprise souhaite adopter ce moteur qui est Holacracy, il y a lieu de faire ce qu'on appelle dans le jargon
un encodage. Donc on va définir les rôles qui supportent les activités opérationnelles business, qui supportent les fonctions RH, les besoins sociaux, et qui supportent aussi les fonctions managériales, parce que comme pour les fonctions RH, comme pour les activités opérationnelles, chaque entreprise a son style, ou ses fonctions, ou ses attendus managériaux qui sont aussi à définir à ce moment-là, parce qu'on a observé qu'il y avait ce qui n'était pas le cas dans la version 4.1, mais justement, ça fait partie d'une des limites qu'on a rencontrées dans la version 4.1. On s'est rendu compte que les entreprises étaient plus ou moins à l'aise avec les attendus explicites par défaut qui étaient fournis par la Constitution et qu'on avait du mal à varier puisque c'était un imposé de la Constitution. Et du coup, on a ouvert et maintenant la fonction managériale à travers le rôle de leader de cercle est complètement laissée ouverte et donc définie entreprise par entreprise, ce qui rajoute au passage à la fois de la souplesse et en même temps une complexité supplémentaire. Enfin, dans cette phase d'encodage, encore limite qui est générée par la limite du moteur, holacratie, et qui est nécessaire. C'est la phase probablement la plus importante avant de lancer holacratie, de lancer les cercles. Eh bien, il y a la question de la hiérarchie, parce que la hiérarchie, en fait, qui existe que parce qu'il y a un contrat de travail, ben on peut pas, ça disparaît pas. C'est pas parce que vous prenez le moteur holacratie que la hiérarchie disparaît. Non, ça n'a rien à voir. La hiérarchie, elle est sous-tendue, elle est tenue, elle est inhérente au lien de subordination qui lui-même est inhérent à un contrat de travail et donc qui dit que l'employé qui a signé le contrat de travail, il a signé aussi pour être subordonné à un responsable hiérarchique qui n'est pas lui puisque c'est l'employeur. Bon, ça, on ne peut pas le nier. C'est une réalité juridique, holacratie ou pas holacratie. Et donc, il est nécessaire, et elle n'est pas non plus encapsulée dans la Constitution parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas de contrat de travail et puis les contrats de travail peuvent varier d'un pays à un autre, etc. etc. Donc ça n'avait pas de sens non plus de remonter cette donnée du contrat de travail au niveau de cette méta-constitution donc d'holacratie. Et donc dans l'encodage, on va définir, rendre explicite qu'est-ce que ça veut dire cette hiérarchie. En général, on crée un rôle, etc. Je ne vais pas développer ça, ce n'est pas l'objectif. Mais tout ça pour dire que dans les limites, je reviens à nos moutons, les limites d'holacratie, il y a des limites qui sont intrinsèques inhérentes à holacratie, et je vous expliquais, quand on était confronté à ces limites, qu'on mesurait leur reproductibilité, et bien petit à petit on faisait évoluer la dite constitution, qui les intègre, avec une forme d'intelligence ou d'apprentissage collectif à l'échelle mondiale, tout simplement. Et puis comme ça, tout le monde profite des avancées de ceux qui ont essayé. Et puis il y a des limites qui sont extrinsèques à holacratie, c'est des limites, mais des limites voulues par design, qui est tout ce qui a encodé, c'est-à-dire toutes les fonctions en fait. Tous les processus de l'entreprise, que ce soit les activités opérationnelles, les fonctions RH, les besoins sociaux, la posture et les fonctions et les attendus managériaux, la hiérarchie et d'autres choses, plein d'autres choses. Tout ça, c'est sur l'encodage. Donc là, on arrive à des limites extrinsèques au moteur holacratie qui nécessitent donc au passage, que beaucoup de gens ignorent et pensent que holacratie c'est un truc tout fait, pas du tout, qui nécessite donc une phase d'encodage, une phase qui est la plus importante des étapes avant le lancement du moteur, en lançant les différents cercles, qui est constituée par cette étape-là. De la même manière, une autre limite, pour tous ceux qui penseraient que holacratie c'est un outil, tu as juste à le poser et puis ça fonctionne. Non, il y a la conduite du changement, ce qu'on appelle traditionnellement la conduite du changement. Et que c'est sûr qu'il est nécessaire pour ce genre d'outil, ou plutôt de transformation qui adopte cet outil, de mettre en mouvement les managers. Il faut que vous ayez le management de votre côté. Et donc ça, il y a un travail de mise en mouvement du management, c'est-à-dire de leur expliquer l'outil, de comprendre et lever toutes leurs objections, tout leur scepticisme, si c'est possible, pour qu'ils comprennent si c'est intéressant pour eux et pour l'entreprise d'adopter cet outil. Donc c'est après la partie mise en mouvement. Je ne développe pas parce que ce n'est pas le sujet, il y a tellement de choses à dire là maintenant dans cette vidéo, mais c'est une phase extrêmement importante. Et nous, à titre d'exemple, on passe au moins 8 demi-journées avec l'ensemble des managers de l'entreprise pour faire ce job. Et s'il n'y a pas unanimité pour y aller avec les managements, c'est même pas la peine d'y aller. Et puis, c'est pas tout. Derrière, il y a les mises en mouvement des collaborateurs. Même si juridiquement, le directeur d'une entreprise ou le PDG d'une entreprise a toute autorité légale pour adopter ce type de mode de fonctionnement managérial, pour autant, faire pour les gens sans les gens, c'est faire contre les gens. C'est un célèbre proverbe touareg. Et donc, il est nécessaire de les embarquer. Alors, les embarquer, c'est pas la grand-messe. Les dirigeants pourraient croire que, parce qu'ils parlent tellement, ils sont tellement brillants et qu'ils sont tellement emballés, enthousiastes, ils peuvent projeter que s'ils racontent bien les choses aux collaborateurs et s'ils ne réagissent pas, ils peuvent considérer que non, ça ne marche pas. Il faut vraiment un vrai processus de constatation, c'est-à-dire faire en sorte, dans ce processus, de donner un minimum d'informations sur l'outil, qui n'est pas facile parce que c'est un outil de management. Et par définition, les collaborateurs ne sont pas des managers, donc ce n'est pas le même discours, ce n'est pas le même langage. Il faut s'adapter à eux, leur donner un minimum vital pour qu'ils comprennent ce dont on parle, ce que c'est qu'un rôle, ce que c'est qu'une tension par exemple, ce que c'est qu'un cercle. Et ensuite, de rentrer dans le concret, dans leur concret à eux, leur demander des situations concrètes
pour leur expliquer ce qu'ils auraient pu faire de différent de ce qu'ils ont fait avec le modèle conventionnel s'ils avaient eu holacratie dans les mains. Et puis quand vous faites ça un certain nombre d'heures et que vous déroulez un certain nombre de cas, ils comprennent par l'expérience quel est le potentiel, ce dont on parle, c'est quoi holacratie. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, vous pouvez les sonder pour avoir leur retour d'expérience sur est-ce que l'holacratie c'est bien pour l'entreprise et est-ce que l'holacratie c'est bien pour moi. Et nous, quand on parle de mise en mouvement ou de concertation des collaborateurs, ce qu'on veut dire c'est que si au moins 80% des collaborateurs, voire plus, ne disent pas oui, ne répondent pas oui aux deux questions que je viens de poser, à savoir est-ce que l'holacratie c'est bon pour l'entreprise, c'est pertinent pour l'entreprise là où elle en est, de son développement, de ses enjeux. Est-ce que holacratie c'est bon pour moi? Est-ce que je pense qu'avec holacratie ça va être plus facile pour moi de faire mon job et de créer de la valeur, d'améliorer, d'innover? Alors si vous n'avez pas plus de 80%, il est urgent de ne pas y aller. Et si vous avez plus de 80%, alors effectivement, là vous avez mis en mouvement. On n'a encore rien fait, hein. Vous avez les conditions, un contexte favorable pour pouvoir adopter l'holacratie que vous ne faites pas tout de suite. Parce que d'abord, il y a cette fameuse étape d'encodage. Donc bien sûr, dans les limites de l'holacratie, il y a, je ne devrais pas le dire, mais il y a évidemment cet accompagnement-là, et bien d'autres, ce qu'on appelait traditionnellement la conduite du changement. Donc là où on en est, on a parlé des limites intrinsèques à l'holacratie. On a vu comment elles étaient traitées et recyclées en évolution de la dite constitution. On vient d'évoquer les limites extrinsèques avec la phase d'encodage, qui est vraiment une phase importante. On vient d'évoquer également la mise en mouvement, qui est une limite, parce que ce n'est pas une limite, c'est que ce n'est pas porté par l'holacratie, c'est évident, mais puisqu'on fait une vidéo, autant être clair jusqu'au bout. Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas portées par l'holacratie, mais qui, si vous ne les prenez pas en compte, vont vous empêcher de réussir cette transformation d'entreprise qui se fait à 3 niveaux. Hein, cette transformation, elle se fait au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau de l'entreprise, vu comme un organisme vivant. La première chose qu'il faut faire, qui est en préalable à tout ça, d'identifier, de révéler la raison d'être du changement. Et là, il faut aller voir la personne source. Là, je viens de vous dire deux limites. La question de la personne source et la question de l'énergie de la source. Ce n'est pas porté par holacratie, ça a été apporté par Peter Koenig, donc rien à voir avec holacratie, mais ce sont des choses à prendre en compte. C'est là où il y a l'énergie, et donc vous pouvez créer un cadre parfait. Si vous n'injectez pas l'énergie, vous ne faites pas circuler l'énergie de vie à travers l'organisation, quel que soit l'encodage que vous avez fait, ça ne fonctionnera pas, pour plein de raisons, et notamment pour que les personnes puissent prendre l'énergie de la responsabilité dans leur rôle. Je ne vais pas développer là parce qu'on a fait d'autres vidéos là-dessus, mais donc dans le cadre des limites, juste pour être exhaustif, la question de la raison d'être, du changement, la raison, pourquoi finalement cette transformation, mais pas à un niveau intellectuel, à un niveau tripal, et donc profond, et donc porté par celui qui canalise cette énergie, qui canalise l'énergie de l'entreprise, son énergie créatrice, sa raison d'être, son pouvoir, son potentiel de création de valeur le plus profond qu'elle peut apporter cette entreprise au monde, qui est porté naturellement par construction par ce qu'on appelle la personne source. Et là, je vous renvoie aux travaux de Peter Koenig et à nos différentes tribunes et vidéos que nous avons fait sur le sujet. Bref, donc, raison d'être tripale du changement, principe source et transmission de la source à tous les étages, d'un leader de cercle vers les leaders de rôle, des différentes personnes qui sont affectées au rôle par ce leader de cercle. Il y a un rituel particulier pour pouvoir capturer et transmettre cette énergie sur un champ partiel, source spécifique qui correspond au périmètre, si vous voulez, qui est couvert par ce rôle, de façon à mettre dans les meilleures conditions possibles, d'empuissancement bien sûr, des collaborateurs pour qu'ils puissent prendre cette énergie de responsabilité dans le cadre de leur rôle. Encore un sujet qui n'est pas inscrit dans l'holacratie, mais qui est juste indispensable, et qui en constitue donc une limite dans une transformation où on pourrait penser qu'on met juste en place l'holacratie. Non, il y a un travail aussi à faire important, qui n'est pas décrit dans la Constitution, qui concerne les croyances collectives, implicites du collectif, qui pourraient être limitantes. Et là, c'est un travail que je ne vais pas développer, parce qu'on a fait une vidéo là-dessus, mais c'est aussi un sujet qui constitue une limite, au sens, si vous voulez mettre en place l'holacratie, donc si vous voulez aller accompagner une entreprise dans une transformation profonde aussi territoire, alors il y a besoin, dès l'amont, d'aller voir également du côté des croyances collectives, implicites, et d'identifier s'il n'y en a pas certaines qui seraient limitantes, c'est-à-dire qui iraient à contre-courant par rapport au processus de responsabilisation que vous voulez induire dans cette entreprise en profitant de ce moteur qu'est l'holacratie. Et enfin, il y a un effort particulier à faire sur la question de la culture de création de valeur. Sinon, le piège est grand, la probabilité est forte pour que dans cette transformation, vous rentriez à plein dans le piège de la bureaucratie. Il y a un effort important, qui n'est pas décrit dans la Constitution. Il y a plein de choses qui ne sont pas décrites et qui sont nécessaires. Et là, je suis en train de parler de la notion de création de valeur, qui est le fait
Donc il y a des formations, il y a des notes, il y a plein de choses. Le fait que les gens comprennent avant le lancement aient une chance de comprendre, puis après, à force de répétition, ils vont l'intégrer, parce que c'est une nouvelle façon de se représenter le mode de fonctionnement de cet écosystème qui est une entreprise, la posture de création de valeur. Si moi, collaborateur, je suis affecté à un rôle, eh bien ça veut dire que je peux me prendre pour le patron d'une petite entreprise qui est constituée dans ce rôle étant une mini-entreprise au sein d'une entreprise qui est un écosystème, vous voyez ça comme un écosystème, comme une ville avec différentes boutiques, artisans. Eh bien ce rôle, je suis le patron de cette entreprise et donc mon job, il y a une raison d'être de cette mini-entreprise et mon job c'est de créer de la valeur. Et donc je suis d'abord et avant tout fournisseur et en même temps je suis client parce que si je suis boulanger, évidemment j'achète ma farine à un fournisseur. Donc cette posture-là, il est vraiment important d'avoir que l'ensemble des collaborateurs en soient imprégnés. On fait ça en général dès le début, dès la concertation, avant même l'encodage. Et puis on outille ça de manière à ce qu'il y ait des nudges qui fassent que cette évolution de comportement, cette évolution de représentation mentale de l'entreprise, eh bien elle arrive dans les esprits de tout un chacun dans la durée. Donc en conclusion, on voit bien que les limites à l'usage de l'holacratie sont nombreuses. Pour tous ceux qui pensent que l'holacratie est complet, que c'est un outil miracle et tu installes l'holacratie et puis ça va tout faire. Non, ça fait rien, c'est juste un moteur. L'holacratie est juste un moteur qui a ses propres limites, on l'a bien vu, puisque la constitution qui est ce moteur évolue au cours du temps et qui nécessite un tas de choses. En fait, si vous prenez l'image de la transformation d'une entreprise comme étant une voiture, holacratie, c'est que le moteur. Alors c'est sûr que pour que la voiture roule, il faut qu'il y ait un moteur, mais en même temps, le moteur, c'est pas suffisant. Donc c'est exactement la même relation, le type de relation. Donc bien sûr, au-delà du moteur, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte, à la fois au niveau de l'énergie. J'ai parlé de la raison d'être du changement, j'ai parlé des principes sourds, j'ai parlé de la mise en mouvement des managers, j'ai parlé de la mise en mouvement des collaborateurs, juste ça, sans être exhaustif. Et puis j'ai parlé de bien d'autres choses, comme de lever les croyances qui pourraient être limitantes, comme toutes les étapes d'encodage pour rendre compte de la réalité des activités business, de la réalité des fonctions RH, de la réalité du mode de fonctionnement souhaité pour traiter les besoins sociaux de cette entreprise-là, ce qu'est culture, ses valeurs, etc. Et puis bien sûr de la posture souhaitée, et évolutive, on est d'accord, mais la posture souhaitée de ce qu'on appelle un manager. Qu'est-ce qui est attendu d'un manager? Sachant qu'on profite de ce moment-là pour le définir. Qu'en général, ce n'est pas défini et qu'on n'est plus sur une notion de pouvoir sûr. Ce n'est pas un manager, ce n'est pas quelqu'un qui manage des personnes. Ça, c'était avant. Un manager, c'est quelqu'un qui a des attendus. C'est un rôle qui crée de la valeur. Donc, quelles sont les offres de valeur, les propositions de valeur que ce rôle crée pour l'ensemble? Donc ça, c'est aussi défini au niveau de l'encodage. Et donc voilà, j'ai parcouru cette vidéo de manière assez brève pour vous expliquer en fait tout le cheminement que nous avons eu depuis une quinzaine d'années qu'on pratique l'holacratie. On est parti d'une feuille blanche, donc on est parti juste de la mise en place du moteur. Et puis on a vu ses limites, on a participé, on contribue activement à faire évoluer la constitution holacratie. Et en même temps, on voit bien ce qui nous intéresse, c'est pas l'holacratie en tant que telle, mais c'est la réalisation de ces transformations visant à responsabiliser complètement, à empuissancer les personnes. Dans la durée, on a bien vu qu'il y a plein de limites. Sur les 140, un peu plus maintenant de 140 entreprises qu'on a accompagnées. Et donc au fur et à mesure, on a levé ces limites. Et tout cet ensemble, constitué d'un moteur plus tout ce que je vous ai cité, les mises en mouvement, et j'ai oublié pas mal de choses, eh bien on a cherché un mot pour couvrir tout ça, et assez rapidement, de manière intuitive. Je ne sais pas s'il est bon, mais en tout cas c'est comme ça qu'on l'a appelé depuis quelques années. On parle de management constitutionnel. Le management constitutionnel, c'est toutes les pratiques, tous les facteurs clés outillés bien sûr, nudgés, qui permettent, lorsque vos entreprises souhaitent adopter ce moteur plein de potentiel pour créer ces contextes d'empuissancement, pour permettre à la vie de circuler, pour permettre à l'entreprise de s'adapter aussi vite que le changement, a défini ce management constitutionnel, définit ce corpus, ce contenant qui est vivant parce qu'on n'est pas au bout, ça évolue tous les jours, pour permettre à une entreprise qui souhaiterait ce type de transformation d'avoir un modèle de référence pour guider cette transformation dans la durée, sachant bien sûr que chacune des transformations est unique et bien singulière entreprise par entreprise. Merci de votre attention.